Ce soir, je vais vous parler de la foudre. Donc, quand le ciel nous tombe sur la terre, à la tête. Donc, je vais vous parler des beautés et des dangers des orages. Donc, l'éclair, c'est la manifestation visuelle donc, de la foudre. Et puis, le tonnerre, c'est la manifestation sonore. Les attributs de Zeus. C'est du vécu. Donc la soirée va s'organiser comme ça. Donc je vais vous expliquer comment la foudre se produit, les différents aspects, donc des orages et de la foudre, les dangers et risques, comment se protéger de la foudre. Alors donc ça commence avec à partir des nuages, des gros cumulonimbus. Ce sont des nuages qui montent très 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 haut, jusqu'à 15 000 mètres d'altitude, hein, et puis le bas du nuage est à 500 000 mètres. Ils sont composés de glace et d'eau. Alors c'est très joli sur des beaux ciels très, très bleus. Ça fait un genre de coton magnifique. Donc souvent ils prennent la forme d'une enclume, on verra plus loin. C'est l'influence du vent qui pousse le haut du nuage comme ça, et ça fait donc une forme d'enclume. Le sommet qui va jusqu'à 15 000 mètres, et souvent en bas, donc on a comme un mur, on voit souvent ça quand il y a des gros orages, on a un mur de pluie ou de grêle, voire des tornades aussi. C'est là, sous les gros cumulonimbus, que les tornades prennent naissance. Voilà. Donc on a un qui tourne tout doucement, et puis la tornade va se produire en dessous. Alors donc l'air chaud monte et l'air froid descend. Donc bien sûr sur le bas il y a le front, on l'a vu, de vent, de pluie, de grêle, et avec le frottement entre les particules et les molécules qui montent et celles qui descendent, eh bien on va créer de l'électricité statique. J'ai été un peu trop vite, pardon. On va créer de l'électricité statique et on va se trouver avec le haut du nuage avec des charges statiques positives et le bas des charges statiques négatives. C'est les gouttes d'eau, et il y a aussi pas mal de poussière, hein, et donc ils vont générer des frottements dans ces courants ascendants et descendants. Et donc ils vont échanger des électrons par effet triboélectrique. Voilà, on a des différences de potentiel colossales qui peuvent atteindre plusieurs millions de volts, plusieurs centaines de millions de volts. Donc entre le haut et le bas, et le sol est chargé également en positif. Donc on va souvent créer un amorçage entre le bas du nuage et le sol. Alors la triboélectricité, c'est ce qui génère donc l'électricité statique, hein, avec le frottement. On vous laisse lire là. Et suivant les matériaux qu'on frotte ensemble, on va générer différentes charges positives ou négatives. C'est bien connu, par exemple, quand on frotte du verre sur du papier, ben, sur la baguette de verre, on va avoir des charges positives, et puis sur le papier, négatives. Vous avez ici les différents matériaux qui se chargent de charges positives ou négatives suivant les matériaux. Alors, par exemple, si on prend du verre avec la peau de la peste, ça fait l'inverse. On aura du moins sur le verre. Et la peau de chat, ça fait du plus sur le verre, etc. Il y en a d'autres comme ça. Alors ce genre de phénomène, on le retrouve, techniquement ça s'explique avec la loi de Coulomb, et on a une force qui s'exerce entre deux charges, c'est un peu comme avec les aimants, hein, avec deux charges de même signe se repoussent et deux charges de signe contraire s'attirent. Et on retrouve toujours un peu cette même formule, on l'a
Sur Capri. C'est le produit des charges divisé par le carré de la distance. On l'a pour l'attraction gravitationnelle, on l'a aussi dans d'autres domaines de la physique. Je connais ça. C'est pour ça qu'il y a des ponts qui permettent de faire des comparaisons Constance, sur 4 pi epsilon 0. entre les différents volets de la physique. Alors, on a souvent expérimenté ça en sortant de la voiture. Bon, là, c'est entre deux doigts, deux personnes qui se touchent, qui vont se serrer la main, il y a une étincelle qui arrive. Vous voyez le chat qui, avec les copeaux de polystyrène. C'est vrai que des fois, tu as des trucs là qui sont. Ça, c'est pas une découverte. C'est pas une découverte. Oui, je l'ai fait quand j'étais gamin. Donc, c'est une illustration des forces qui s'exercent entre les charges statiques de signes opposés. Alors, vous voyez ici, ouais, donc là, on a l'intensité du champ électrique. Donc, c'est 15 000 volts par mètre. Donc, vous voyez, si comme on monte jusqu'à 15 km, eh bien, on peut atteindre 250 millions de volts entre haut et le bas du nuage. Alors, donc, la foudre, c'est un amorçage qui se produit lorsque la quantité d'électricité statique est suffisante. Et également que les conditions pour l'amorçage, alors suivant le degré d'humidité, suivant qu'il y ait plus ou moins de poussière, ça peut s'amorcer plus ou moins facilement. Alors ça peut s'amorcer, on verra, entre nuages ou entre nuages et la Terre. Alors s'il y avait Jean-Luc, là, il nous dirait, il nous expliquerait mieux que ça. Donc, au milieu de l'éclair, c'est comme un plasma qui se produit. Et donc le courant électrique suit l'éclair. Comme ceci là. Donc on va avoir les charges positives qui montent vers le nuage et celles négatives qui descendent. Elles vont se rencontrer au milieu comme ceci là. Voilà. Et là ça va déclencher l'arc. Alors, pour ceux qui connaissent un peu l'électricité, j'ai dessiné une analogie entre un condensateur qui se décharge dans un circuit, ben ça fait ça. Quand vous fermez l'interrupteur, et puis il y a la décharge. Donc, ça fait un petit peu la même chose. Voilà la courbe typique du courant de décharge lors d'un coup de foudre. Alors, vous voyez, 30 000 ampères. Ça monte jusqu'à 30 000 ampères en 10 microsecondes. Donc c'est hyper rapide. Et ça dure 1 milliseconde, voire moins. En moyenne, ça donne à peu près cette courbe-là. Alors il y a des gens qui vont vous dire, mais ben, tiens, on cherche de l'énergie, il n'y a qu'à récupérer l'énergie de la foudre. Ben là, il faut se lever de bonne heure pour l'attraper. Et puis la capter et puis la stocker. Alors, c'est vrai, l'éclair, c'est un phénomène très ponctuel qui dégage une grande puissance. Alors, grande puissance, effectivement, si on a une grande tension et un énorme courant. Donc, ça fait une puissance colossale, puisque la puissance, c'est le produit du courant par la tension. Sauf que ça dure très, très peu. Donc, quand on calcule l'énergie, finalement, c'est pas beaucoup, parce que l'énergie, c'est la puissance multipliée par le temps. Ah ben, c'est ce que je viens de dire. Donc, par exemple, sous un coup de foudre comme ça, si on calcule, ça fait à peu près 280 kW/h. C'est pas énorme. Il y a à peu près 2 millions de coups de foudre par an en France. Si on s'amusait, si on arrivait à capter toute cette énergie et qu'on la partageait entre les 65 millions d'habitants, eh bien chacun obtiendrait 6 kWh. Donc c'est peanuts. Et puis c'est totalement inimaginable
de capter la foudre. Ça tombe où ça veut, quand ça veut, et puis sous une forme impossible à capter et à stocker. Donc il faut oublier de vouloir récupérer l'énergie de la foudre. Il vaut mieux essayer juste de s'en protéger. On verra comment. Donc j'ai dit tout à l'heure, alors en général ça va des nuages jusqu'au sol. Mais quelquefois, il y a des nuages, ça part également entre nuages. Il y a des nuages qui sont décalés, il peut y avoir des différences de potentiel importantes entre ces nuages et ça s'amorce. Mais la plupart du temps, c'est vers le sol. Il n'est pas là, Bernard Poudreau. Non. Il m'a envoyé une photo l'autre jour qu'il a prise au mois de septembre, lors d'un orage, elle est magnifique. C'est dommage, il n'est pas là. Je voulais le remercier. C'était pour l'équipe de lune. C'est mieux, c'est ça, peut-être bien. Parce que c'est pas facile du tout de faire des photos d'éclair. Je le fais là, et puis comment je fais. Je ne sais pas s'il y en a qui sortent de Il faut faire comme pour les feux d'artifice. Tu mets sur un pied, tu mets 10 minutes de pause et tu touches rien. Non, mais je suis d'accord, mais j'ai pas envie de me mettre dehors en place sous le. Envoyez le bas du nuage, parce qu'il a juste la bonne exposition. Si tu mets On va la chance. une soupière avec un fil relié à la terre. Alors ça peut se produire également avec la mer, parce qu'il n'y a pas de souci, ça passe, le courant passe aussi dans la mer. Surtout qu'elle est bien installée. C'est ce qui s'est passé l'autre jour à Nice, il y avait le départ de marathon de Nice. Vous voyez là, ça c'est des orages vus de l'ISS. Alors ils sont aux premières loges là, et j'ai rajouté quelques photos prises par un Russe au début de cette année, au mois de janvier. Il n'y a pas Jean-Michel là, comment il aurait apprécié. Donc c'est le Russe Oleg Kononenko, en janvier 2019, qui a fait un certain nombre de photos d'éclairs, d'orages pris de la station spatiale. Alors ça donne vraiment des photos fantomatiques. Vous voyez? C'est magnifique. Donc là, les nuages sont éclairés par le dessous, puisque l'éclair s'est produit entre le bas du nuage et le sol. Donc ça donne des photos extraordinaires. Ah oui, c'est magnifique. Puis c'est pas facile d'aller les faire. Hein? C'est pas facile d'aller les faire. Ah ben ça, Il est jaloux. ouais, non. Il n'y a pas que dans les nuages qu'il y a des éclairs, il y en a également lors des éruptions volcaniques. Alors ça n'a rien à voir avec un phénomène météo, mais là c'est toujours le même principe, avec les particules de cendres et de poussière qui sont expulsées. Donc il y a des zones de frottement intenses, et évidemment, à chaque fois qu'on fait des frottements entre différentes matières, eh bien, on produit de l'électricité statique. Et puis, comme dans les nuages, quand la différence de potentiel est suffisante, pouf, ça s'amorce. Donc on a des photos extraordinaires d'éruptions volcaniques avec des éclairs. C'est très courant d'avoir des éclairs. Une autre, vous savez, c'est super beau. On rêve de faire des photos comme ça. On rêve de les voir déjà. Sans parler d'en faire des photos. Tu le vois bien. Parce que tu dois avoir le son. Tu as le son avec. Ça doit être sympa. Il faut encore plus diffuser. Alors il n'y a pas que sur Terre qu'il y a des orages, il y en a aussi sur Jupiter, sur Saturne. Alors voilà. Ça c'est des éclairs qui ont été observés par Voyageur 1, puis Voyageur 2. Ouais. Sur Saturne. Alors là, évidemment, que ce soit sur Saturne ou Jupiter, c'est à l'échelle 10, quoi, pratiquement par rapport à la Terre. Hein. Donc c'est énorme. 100 km de hauteur et 1000 fois plus puissant.
que sur Terre. Et sur Saturne, c'est encore pire. Moins souvent, mais jusqu'à 10 000 fois plus intense. Et ça dure un moment, je crois que ça dure des mois. Hein. Ouais, plusieurs mois, ça dure plusieurs mois. Mais il peut s'écouler des dizaines d'années avant qu'il y en ait. Alors donc, je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà vu sur Saturne. Pas eu ce plaisir. On va revenir sur Terre. Sur Terre, oui. Donc, vous voyez que sur Terre, en fait, c'est la zone équatoriale où il y a le plus d'éclairs. Il y a 32 millions à peu près de coups de foudre par an dans le monde, sur Terre. Et donc, c'est la zone de la bande tropicale, ici, avec l'Ouganda qui détient le record. Hein. 242 orages par an en moyenne, il y en a pratiquement tous les jours. Quoi. Mais revenons en France parce que c'est ce qui vous intéresse. Alors, vous voyez déjà, c'est la zone là, et nous on y est dedans là. Hein. Le sud-ouest, centre, massif central et puis les basses Alpes. Il y a beaucoup moins d'orages en Bretagne. Alors là j'ai une carte, parce que ça varie beaucoup en fonction de la saison. L'impact par carré de 10 km par 10 km, donc tous les 100 km, on a ces zones-là, hein. Ce nombre de... Vous voyez par exemple au printemps, il n'y a pas beaucoup d'orages. Et la Haute-Loire, on est là, donc on a plutôt très peu. Alors, un été, alors là c'est là qu'il y en a énormément, puis là évidemment on retrouve les massifs montagneux. Et l'Ardèche. Et l'Ardèche. Il y en a beaucoup plus qu'en Haute-Loire. L'automne, il y en a encore dans la vallée du Rhône. Le Gard, l'Ardèche. Et puis l'hiver, alors il n'y a pratiquement jamais d'orage. Un tout petit peu dans la vallée du Rhône. C'est pratiquement. Donc ça c'est la répartition saisonnière. Alors maintenant on va voir les aspects de la foudre. On l'a vu tout à l'heure avec la courbe de courant de décharge, jusqu'à 30 000 ampères, 200 millions de volts, et température de l'éclair, 30 000 degrés. 30 000 degrés. Alors, ça va générer un bruit énorme, parce que finalement, la dilatation de l'air autour de l'éclair, elle est extrêmement violente, parce que d'un seul coup, on passe à 30 000 degrés, donc ça produit une onde de choc. C'est violent. Alors la distance. Alors, en mesurant le temps qui s'écoule entre l'éclair et le son qu'on détecte avec l'oreille, eh bien on peut calculer la distance facilement, parce que vous savez que la lumière, pour nous c'est instantané, hein, aux distances terrestres, 300 000 km/s c'est instantané. Par contre le son il se déplace à 340 mètres secondes, et donc en comptant les secondes, eh bien on va avoir toutes les 3 secondes, 3 fois 340, ça fait 1 km. Toutes les 3 secondes, on aura 1 km. Alors on va prendre un exemple. Vous voyez, là il est clair. Donc là, 1 km. 2 km. 0 seconde sur la tête. Oui, parce que des fois on n'a pas le temps de compter. Là, on verra tout à l'heure. Quand les éclairs sont un peu plus loin, on a une espèce de roulement permanent qui s'explique parce que le temps qu'il arrive, il y en a qui sont plus ou moins près, donc ça fait un roulement permanent.
Par contre, on ne peut pas les entendre très 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 loin. Le maximum, c'est à peu près 15 km. Donc au-delà de 15 km, on n'entend plus. Ça me rassure. Le ciel, ils peuvent prendre différentes couleurs suivant les conditions atmosphériques, suivant que l'air est sec, humide, froid, etc. Par exemple, quand l'air est bien sec, on a plutôt une lumière blanche. Quand il y a beaucoup de poussière, ils sont un peu plus jaunes, comme ça. Quand il pleut, c'est un peu plus rouge. Oh, pas beaucoup, mais un peu. Et quand il pleut, quand il grêle, il fait très froid, ils sont plutôt bleus. Alors par rapport à cet été, j'ai rajouté quelque chose, parce qu'il y a des gens qui m'ont interpellé cet été, ils m'ont dit « Et la foudre en boule, c'est quoi ?» Ah bah Les boules de feu, alors. c'est dans Tintin, hein, ça. Il y a plein. En fait, non, c'est pour rien. Je vais vous en parler, mais j'en sais rien. C'est des feux de synthèse. Et puis sur les Parce sur les qu'il y a il beaucoup de témoignages là-dessus. Parce qu'en fait, Tintin Ce qui m'a décidé à en parler, c'est que ça, ma c'est- belle-sœur et ma c'est- femme, c'est- elles l'ont vu. Et ça a fait péter la télé de ma belle-sœur. Ah non, de Dieu. C'est ce qu'elle t'a dit. Pas la télé, oh. Pas la belle-sœur, la télé. T'as pas de bol, hein. Donc c'est décrit depuis l'Antiquité. Il y a eu plein de dessins qui ont été faits pour ça. Comme ça. Alors souvent on dit, il y a des dessins où la foudre arrive par la cheminée ou par la porte. Chez ma belle-sœur, c'est rentré par la porte. En fait, il y avait un gros orage. Bien La fait. foudre est tombée à côté de la maison. Il y a eu un grand pet. Et la porte était ouverte, entrouverte. Elles ont vu une boule qui est rentrée dans le salon, qui s'est éteinte tout seul. Sans bruit. Même pas peur. Oui, parce que moi j'ai vu une boule que je peux définir comme une boule de glace qui a atterri au pied d'un arbre et qui a fusé. Ça a fusé. Et ça fusé, ça c'est voilà, c'est consumé. J'ai pas pu trouver de photo pour ça parce que il faut être prêt à dégainer quand il arrive. Alors ça rentre par la porte, ça sort par la fenêtre des fois. Ouais, ça suit les courants. Mais... Les vieux, ils appelaient ça la C'est trêve. drôle. Alors, il y a beaucoup de témoignages, ça dure que quelques secondes, et c'est toujours associé à un bon coup de foudre hein, quand même. Alors ça se présente sous la forme d'une sphère un peu lumineuse, gros comme un ballon. Voilà. Elle peut s'éteindre de deux manières. Premier mode explosif, accompagné d'un bruit violent, et puis l'autre elle s'éteint, c'est ce qui s'est passé chez ma belle-sœur. Une extinction silencieuse. Alors, il n'y a pas d'explication vraiment claire. Il y a deux théories. Je vous les livre, mais j'ai lu des choses tout à fait contradictoires. Donc, en fait, j'ai compris que les gens, ils en savent. On ne sait pas trop comment ça marche. Alors, la première, c'est que la foudre, en frappant le sol, vaporiserait des particules de silicium, ça, je vous dis, oxygène, de carbone, qui s'associent pour former des longues chaînes. Et ces filaments brûlent lentement et ont tendance à se replier pour former une boule. Et donc, c'est pour ça que ça dure quelques secondes et ça ne fait pas trop de bruit et pas trop de dégâts. Et puis d'autres qui disent que c'est un plasma qui est fortement ionisé. On sait trop rien. Pour l'instant, la science a du mal à expliquer l'origine de ces mystérieuses boules de feu. S'il y en a qui savent ou qui veulent chercher, je suis intéressé Le d'avoir... problème, c'est que c'est très rare et c'est très furtif. Alors, Exactement. pour Donc, étudier ça... On n'est jamais prêt pour... ouais. J'ai cherché sur Internet si je trouvais des photos. Eh ben, il y a eu... L'autre fois, il y a eu un reportage, enfin, ça fait quelques temps, il y a eu un reportage sur Arte ou un truc comme ça, où il montrait quelqu'un qui l'a filmé au Canada. Ça a été filmé dans une pièce, il y a des gens qui étaient en train de faire la fête ou je sais pas quoi, et il y a eu le phénomène et ça a été filmé. Ah oui. Et quelqu'un a été touché et tout, et ça n'a rien fait du tout en fait. Voilà. Ça n'a aucun effet, C'est souvent lié à des phénomènes de courant d'air. Oui. et ça suit les courants d'air. C'est Ouais. pour ça que ça suit les courants C'est ce d'air. qu'il disait, ouais. Chez ma belle-sœur, c'est rentré par la porte. Il y a entre la cheminée et la fenêtre ouverte. Donc, ouais. Chez moi, ça a mis le feu à une grange. C'est vrai. Oui. C'est rentré, la porte de la grange était ouverte, ils étaient en train de décharger. Et comme il faisait très chaud, de l'autre côté c'était ouvert, la boule a traversé la grange et ça a foutu le feu à la grange. Il y a un autre endroit, moi je connais dans une église en pleine messe. Il y a beaucoup de
témoignages. Je porte ouvert dans une église, ça a traversé l'allée centrale, ça a été explosé C'est de pas hauteur, rare. et ça a percé la vitraille, ça fait un trou comme ça dans le vitrail. C'est religieux. Ça a fondu le... C'est la taille d'une hostie. Non, mais c'est religieux. Ouais. C'était Dieu, Il y a ça. un esprit qui est venu. Et là, on va venir au problème des dégâts. Sortir de chez moi, j'étais en haut de Qu'est-ce la qui se rue, passe? j'entends. Alors, Je dis, putain, c'est tombé sur le. l'action du partenaire. courant électrique sur l'organisme humain, eh ben, évidemment, ça peut Alors, je causer suis beaucoup il y de avait dégâts. l'installation Ben, électronique, ça alors, dépend. comment ça Ça, c'est vrai. J'avais avec des différentiels, certains l'ont prise sauté, de il y en courant a, également. Donc, ça m'a pété ce qui le me fait frigo, très trois mal, conneries. c'est l'intensité qui nous traverse. Des tubes de télé, tu Les sais. barres et la les durée. coax, là. Bon. Alors, C'est le cumul des deux. on voyait rien quand je les ai ouverts dedans. Alors, on va c'était voir les fondu de- différentes manières de se faire foudroyer. Il y a la tension, le foudroiement par la tension de pas. C'est très courant ça pour les animaux, on verra. En touchant, le coup de foudre direct, ça c'est pas de bol, on prend sur la tête. Là, il faut faire bien attention. Donc là, je vais vous expliquer comment ça marche. Donc souvent, hein, évidemment, ça tombe sur un arbre ou une pointe parce que la pointe est plus près de... Elle est chargée en positif au potentiel du sol, elle est au plus près du bas du nuage. Donc ça a plutôt tendance à s'amorcer à l'endroit le plus proche. C'est le principe des paratonnerres, on en parlera. Malgré que ça soit... Alors, la foudre tombe sur un arbre, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça fout le feu à l'arbre ou ça fait éclater, et le courant va se dissiper, se disperser dans le sol. Alors j'ai fait un dessin. Alors la foudre tombe là, et ici le courant part un peu partout. Alors si la terre, le sol est homogène, on va dire la résistance électrique du sol est homogène, on va avoir des cercles parfaits. Et puis si c'est un peu variant, ça va faire des cercles cabossés, mais grosso modo, on appelle ça des cercles équipotentiels, de tension équipotentielle. Parce qu'au fur et à mesure que le courant passe, eh bien on génère une chute de tension, et si le sol est homogène, eh bien on a des cercles. De la même manière, dans le sol, on a la même chose. Alors vous imaginez, j'ai mis une image, un oignon coupé en deux, et les différentes pelures d'oignon, ce sont les courbes équipotentielles. Mais nous, on est intéressé que par la tension au niveau du sol, puisqu'on n'est pas sous la terre. Alors ça fait un peu comme quand il tombe un caillou dans l'eau, ça fait des ronds de tension équipotentielle. Alors qu'est-ce qui se passe là? Vous voyez la vache? C'est souvent pour ça qu'il y a beaucoup de vaches qui sont, de bestiaux qui sont foudroyés dans les prés, non pas parce qu'ils se prennent le coup de foudre sur la tête, mais parce qu'ils ont les pattes écartées comme ça. Et vous voyez que la tension qu'il y a entre les pattes, c'est la résistance du sol multipliée par le courant. Et ça fait, en général, ça fait plus de 5000 volts par mètre. Donc, la vache, elle n'a pas eu de chance là, parce que si elle avait eu les pattes sur la même ligne potentielle, elle s'en sortait. Mais c'est pas facile. Ça faisait du yaourt, mais la vache était vivante. Mais c'est pas facile. Et dans ta formule, il manque un pi, non? Dans ta formule, il manque un pi? Oui. Oui. Bon, je vous recommande, vous n'avez pas bien regardé les yeux de la vache. Pas un petit panthère, c'est un petit vache. C'est vrai. Bon, j'ai pas fait exploser la vache, mais elle a fait des choses. Une vache qui explose, c'est à poser les gosses. Alors, donc quand il y a un coup de foudre, il faut faire attention Oui, c'est sûr. de ne pas avoir les jambes écartées comme ça. Et ce qui se passe là, La petite durée violette. oui. Parce que si vous avez les jambes écartées, C'est maman qui sera pas contente. ben vous avez beaucoup plus de chances d'avoir une grande différence de potentiel entre les deux jambes. Ça frise des moustaches. Donc si on est sous la mer, il faut être Donc plutôt comme ça que ce cas comme de ça. figure, on rencontre beaucoup sur les terrains de sport. Il y a des gens qui sont foudroyés parce qu'ils courent sur le terrain et ils augmentent la probabilité de se trouver les deux pieds sur des lignes à forte différence de potentiel. Bon, on l'a vu les vaches.
Donc la solution, si on est coincé, Puis alors là, ben, il la faut se viande est mettre complètement saisie, c'est foutu là. en boule, avec les deux pieds joints, pour avoir un minimum d'écart. C'est sexy ce genre de truc, ça veut dire que les femmes sont plus intelligentes. Voilà. Voilà, c'est ça. T'as tout compris, Pierre. Mais bon, s'il tombe des cordes et si ça pèse de tous les côtés, on n'est pas très bien dans cette position-là. Ouais. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais où ça va tomber. Voilà. Donc, autrement, il suffirait de suivre les lignes équipotentielles. Mais si ça tombe assez près pour que ça soit dangereux, en général, on a le temps de rien faire. Alors, on peut aussi se faire électrocuter par toucher, évidemment. On peut se faire foudroyer en revenant de la pêche. Là. Il y a des pêcheurs là, avec la canne en carbone. Ça va bien, la canne en carbone. Les vélos en carbone. Allez, vélo, non. De toute façon, qu'ils soient en acier ou en carbone, Canne en carbone, le nombre de mecs qui se sont fait mettre les bras. qu'ils soient en acier ou en carbone. Donc, la fourche, la canne à pêche, quand il y a l'orage, il ne faut pas la mettre comme ça. Ces trucs, là, sur 10 km, ça arrive, c'est pas des sports. Un foudrement latéral maintenant. On va reprendre notre dessin là. On va reprendre notre dessin. La foudre qui tombe sur l'arbre. Alors, souvent, on dit il ne faut pas se mettre sous les arbres, effectivement. Parce que si on va se mettre sous l'arbre, eh bien, la résistance du tronc, j'ai plus ma pile alors je ne peux pas montrer. La résistance du tronc en bois, elle est plus grande que celle du corps et souvent, il se produit un amorçage, c'est ce qu'on appelle le foudrement latéral. Et donc, le courant va plutôt passer sur le bleu, sur le bonhomme, qui présente une résistance plus faible que le tronc. Donc, quand il y a de l'orage et que ça pète, il ne faut pas se mettre sous un arbre. Si, il y a un vieux qui n'a pas de trace de foudre. Si ça fait 100 ans qu'il est là, qu'il n'en a pas pris, on peut dire qu'il est pas. Ben non, c'est qu'il va en prendre un, mais statistiquement. C'est vraiment moi j'y crois. T'as des arbres qui ne prennent pas la foudre. Il n'y a pas eu de coup de foudre. Ben, ils sont. Peut-être mais aussi ils sont dans une situation géographique. Alors justement, chez mes beaux-parents, ils habitent à la crête de Saint-Gilles là-bas qui redonne sur la veille de l'Arzon, etc. Et il y a une maison, un peuplier qui est là, ils l'ont coupé parce qu'il était pourri, il était prêt à tomber sur la maison. Mais le peuplier devait faire une bonne 20-25 mètres de haut, à la cime de la crête. Et là où je vais aux champignons, dans les bois qui sont en dessous, tu as des pins foudroyés de partout. Pas ça. Et le peuplier qui est à la cime de la crête, lui, ça doit faire 150 ou 200 ans qu'il était là, et il n'avait jamais pris un coup de foudre. Ben, c'est bizarre parce que effectivement. En plus, les peupliers, c'est réputé. Donc si tu as un vieillard qui n'a jamais pris la foudre, tu peux dire celui-là. Allez. Ils sont souvent les pieds dans l'eau, on est un peu signé, non? Alors, Ouais, mais après... alors nous, les hommes, on nous a dit qu'il ne fallait pas se mettre sous les arbres. Alors on ne le fait pas, nous. Mais les vaches, dès qu'il y a de l'orage, qu'est-ce qu'elles font? Elles y vont. C'est le problème. C'est terrible. C'est un montage. Non, c'est pas un montage. C'est pas un montage. Il a tué plein de vaches, il les empile avec ça. Non, c'est pas un montage. Pourquoi les ont tournés? C'est horrible. Ah voilà, ça, c'est quand les arbres ils s'éclatent. Non, ça évite de couper les planches. Là, t'as des cocos. Voilà. Alors maintenant, ça c'est, on peut se ramasser un coup de foudre direct, et ça c'est une image, je ne sais pas si elle est trafiquée ou si c'est une vraie image. C'est quelqu'un qui se prend un coup de foudre direct. Moi j'avais opéré un mètre de Bon, cataracte qui ça avait fait c'est une un petit cataracte rappel de de ce qui se passe post quand coup on de est foudre. traversé, notre corps C'est est le flash, traversé en Ça fonction peut te faire des en thromboses fonction veineuses, de la des trucs comme durée ça, et tout. et en fonction de l'intensité, eh bien évidemment on peut arriver rapidement dans la zone et c'est la mort. Par contre, si on a un courant qui est extrêmement faible, vous voyez, même si ça dure longtemps, il n'y a pas de souci. À 0,5 mm. Mais il faut qu'il soit très faible, vous voyez. C'est un peu sonné quand même. Déjà à partir de 30 milli. 30 milli, c'est les disjoncteurs qui nous protègent dans les installations domestiques à la maison Ouais. et qui déclenchent suffisamment vite pour éviter qu'on soit... Mais 30 milli à 230 volts. Ça fait un peu de puissance. Oh la Alors ça, c'est des brûlures faites par la foudre. Des gens qui se sont fait foudroyer, l'arc a suivi le corps et ça fait des brûlures. À la plage, quand même, t'es droit de la plage.
Alors ça peut percer les tympans, ça peut faire des dégâts sur les yeux également, parce qu'il y a une lumière, c'est comme un coup d'arc. Hein. C'est pareil. Vision oculaire, l'ophtalmo. il y a les spécialistes là. Alors comment s'en protéger? Des lunettes. Ouais, ça fait marcher le commerce, c'est bon. Ah, genre de dégâts qui peuvent un peu causer la foudre. Hein. Ça c'est sur le tableau électrique. On met sur le clocher de l'église, souvent il Faire ramasse. une photo de ton clocher. Maison, etc. J'ai 4 Alors on met chandelles, des on peut mettre paratonnerres. 50 en briques, carré. En paratonnerre, on met une tige en dessus de l'immeuble, en haut de l'immeuble ou du clocher, et on ramène ça avec une boucle, Perche à pluie, il un m'a fait la câble, moitié de mon toit. gros câble de terre, jusqu'à la terre. Et on se dit, s'il y a un éclair, il y en a un au-dessus de la tour Eiffel, s'il y a un éclair, ça va tomber sur la pointe le plus haut, et ça va être évacué directement au sol, sans trop faire de dégâts. Donc c'est inventé par Franklin. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a un nuage, ça s'amorce comme ça. Ça c'est quand tout va bien. Mais ça ne fait pas toujours comme ça. Vous voyez, j'ai une photo de la tour Eiffel, ça rejoint ce que tu disais, l'arbre. Non, mais c'est bien. On a un magnifique paratonnerre en haut, et là, l'éclair, il a préféré tomber ici. Donc ça arrive que ça tombe à côté du paratonnerre. Ce n'est pas la garantie totale du paratonnerre. Par exemple, sur la maison. Alors qu'est-ce qu'on fait si on veut augmenter la protection? On est 4 paratonnerres. Non, on ne met pas 4 paratonnerres, mais on met des câbles et on va fabriquer une cage, ce qui s'appelle une cage de Faraday. C'est-à-dire qu'on va faire un panier, et à ce moment-là, ça peut tomber un peu n'importe où, et ça va toujours trouver un câble proche pour évacuer le courant. Vous voyez un exemple de cage de Faraday. Ça c'est avec un générateur haute tension. On fait un amorçage artificiel et on met un bonhomme dedans. Il est protégé parce que le courant va passer par le grillage. Ça c'est une cage de Faraday. Ce qu'on dit quand on est dans sa bagnole. Alors la voiture c'est intéressant. La voiture c'est une bonne protection. À partir du moment où elle est quand même un peu métallique, parce qu'il y a de plus en plus de plastique, mais en général, bon, elle est métallique, et bien sûr les pneus isolent un peu, mais comme c'est très mouillé, tout ça, en général, ça s'amorce à côté sur le bord du pneu, et si on se prend un coup de foudre, ça passe. Et nous, à l'intérieur, on est dans la cage de Faraday faite par la voiture. Il faut quand même, si vous trouvez sous l'orage, vous fermez bien les vitres. Parce que quand même, si on a la vitre grande ouverte... Enfin, quand tu roules sous les orages avec les vitres ouvertes... Je sais pas si dans ma voiture, ça C'est le cabriolet. il risquerait pas peu... Les avions. Alors les avions, ils s'en prennent souvent des coups de foudre. Ils s'en prennent un toutes les 1000 heures à peu près. Vous voyez, ça c'est une photo. C'est Pierre qui me l'a envoyé. Une photo prise par Météo Orage, on voit bien, on voit l'avion, là j'ai fait un zoom. Hop. Vous voyez, l'avion, là, l'éclair, finalement, est rentré par la tête et sorti par la queue. On voit les yeux du pilote qui sont en rouge comme la vache. galopin. Alors souvent, bon, là, j'ai dit, un avion, il est frappé par une extrémité, puis ça sort par un autre côté, comme ça, par exemple. Mais la carlingue, finalement, nous fait une cage de Faraday, et à l'intérieur, généralement, il n'y a pas de problème. Généralement, bon, il y a bien quelques petits dégâts qui peuvent survenir, hein, mais en général, ça ne se passe pas trop mal. Et puis, bon, les circuits sont doublés. Il y a très peu d'accidents, finalement, dus à cause de la foudre. Ça suit la carlingue. Voilà, c'est encore une autre cage de Faraday. Ah, maintenant, ça c'est pour Alain.
Et Christian? Christian, quel Christian? Là, il y a de l'EDF. Il y en a d'autres d'EDF? Oh là, il y en a plein ici. Ah, mais ils seront Les uns connaissent plus que moi. Bon. Pas sûr. Alors au-dessus des lignes haute tension, il y a ce qu'on appelle des fils de garde, ils sont un peu au-dessus, vous voyez, et ils sont reliés par des câbles jusqu'au sol. De sorte que si jamais il y a un coup de foudre qui a envie de tomber sur la ligne, eh bien ça tombe plutôt sur le fil de garde et c'est évacué au sol. Parce que si ça tombe sur la ligne, ça va générer une perturbation énorme qui va, en général, il y a des protections sur les lignes, mais ça peut arriver jusqu'aux maisons et détruire, faire des dégâts. Alors, maintenant, parlons d'une maison. Alors, une maison qui est alimentée avec une ligne aérienne, bon, forcément, il peut y avoir un coup de foudre qui tombe sur la ligne. À ce moment-là, on va générer une surtension importante sur l'entrée, et c'est là que ça va vous faire péter du matériel. J'ai mon frère On peut l'avoir qui est dans également il est en famille. par un coup indirect, c'est-à-dire qu'il y a un arbre à côté, C'est classique. Ou le sol, ou le sol aussi, on va y voir, on va y venir. grâce aux prises de terre. Voilà. Donc on peut avoir par effet électromagnétique, parce qu'en fait l'éclair c'est un gros courant, donc il y a un champ magnétique et ça va générer également sur les fils qui passent à côté un courant induit. De la même manière, ça peut tomber par le sol et remonter par la terre, et ça peut aussi faire des dégâts de cette manière-là. Donc voilà une installation électrique à la maison. Donc si on se ramasse une surcharge, une surtension comme ça, on va l'appliquer sur des appareils sensibles, là ça va dégager. Parce que les disjoncteurs de protection, ils n'auront pas le temps de protéger quoi que ce soit. Alors ce qu'on peut faire, c'est rajouter un système ici, qui est un écrêteur qui peut absorber une certaine quantité d'énergie et qui va donc écrêter. C'est-à-dire que ça va couper, quand la tension arrive à un certain niveau, ce qui est un pointillé, toute l'énergie qui est au-dessus va passer là-dedans. Alors évidemment, il ne faut pas que cette énergie soit supérieure à la capacité d'absorption de la protection. On fait pas tout. Mais quelquefois, avec ça, on arrive à faire sauter le disjoncteur qui est devant et ça protège un peu mieux. Il y a des zones, donc c'est obligatoire sur toutes les nouvelles installations. Ah bon? Et par zone, on a des zones justement telluriques, les zones qu'on connaît aujourd'hui de foudre. C'est très réglementé, je dis aujourd'hui, les normes du consuel obligent ce type d'appareil dans certaines installations. Nous, on est en zone obligatoire ici. Ah oui? Alors, ça dépend après du réseau, comment on est alimenté. Écoutez les électriciens. Hein. Ça dépend du réseau. Ouais, on rentre Du régime de neutre. aussi. Voilà. Donc pas ici, une éolienne. si on a un écrêteur et que l'énergie n'est pas trop importante, eh bien on va la couper. Et à ce moment-là, on va rester dans des les limites foutre sur des crêtes, acceptables c'est pour des notre trucs en ferraille qui matériel. dépassent, tu vois. Hein. Attends, on va s'en occuper. Alors, en résumé, je vais vous dire maintenant ce qu'il faut faire et pas faire pour se rappeler ce qu'on a dit. Donc, il y a une chose qui est très simple et quand ça pète bien, mais le mieux c'est de débrancher. Hein. Mais les lignes téléphoniques et les... Bon, il faut s'abriter, on peut s'abriter dans la voiture parce que ça peut arriver souvent, mais c'est une source de protection qui est pas mal, la voiture. On ferme les fenêtres. Et c'est la grêle qui tombe. Et on colle du papier alu sur les fenêtres. Avec des couilles qui traînent. Et on met des parapluies partout. Ou t'en fais Alors, une tenue avec des fils en argent. Alors c'est vrai que si on est un groupe de personnes, C'est c'est comme comme le le groupe piquet de des vaches lièges. aussi, on peut être foudroyé latéralement plus facilement. Donc il ne faut pas marcher groupé. C'est pas comme ça qu'on fait un coup de foudre, non? C'est l'autre avec sa tenue en argent, il n'a pas Et généré. il ne faut surtout pas écarter les jambes. On a compris. Il ne faut pas s'abriter sous un arbre. Voilà, il ne faut pas écarter les jambes. Pas toucher les pièces métalliques comme le robinet, tout ça, parce qu'effectivement, on l'a vu tout à l'heure, ça peut remonter par la terre. Souvent, voilà. On fait pas de bain. Et les gars qui ont des broches dans les Les chaînes. parapluies, c'est bien, quand il pleut.
c'est vrai que souvent ça fait une pointe. C'est Marie-Rose qui se demandait comment griller ses parapluies. C'est comme ça que tu bousilles tes parapluies. Quand j'arrivais, tu disais comme... On a eu des coups de foudre, Marie-Rose. Voilà. Donc en résumé, envers ce qu'il faut faire et ne pas faire. Les télé, mais là, ils sont sans fil. Restez au louveteau, mettez des patates sur les téléphone, temps. Un téléphone sans fil, Ça sert strictement à rien. Oui, mais enfin, c'est... effectivement, mais c'est une question qui est souvent posée. Avec mon téléphone, mon smartphone, non, il y a non. Non, mais avec les combinés, ça craignait parce qu'il y a eu énormément de foudre, enfin vu que c'est souvent par la terre et que les lignes téléphoniques sont reliées à la terre, surtout si on est sur le dernier poteau du quartier, ben, il y avait beaucoup de téléphones qui étaient cramés par la foudre. On savait que quand on tenait le combiné dans la main et que le téléphone devait être cramé, ça devait être sympa quand même. C'est mon cas, Mais avec un sans fil, on se met debout sur sa chaise en bois. Tiens, c'est la maison, tiens. C'est ça qui m'arrive. Et ça fait quand même pas mal de dégâts. Malgré toutes les protections, il y a 40 personnes qui sont tuées par la foudre par an. 20 000 animaux, énormément de vaches. Sur les plateaux. Hein. Ben, le plateau des 1000 vaches, depuis, il y en a plus. Ah merde, désolé. Il y a un aspect important, c'est le sol. C'est trop facile, c'est là. Le problème des oxydes de fer, qui sont des filons d'oxyde de fer dans le sol. Donc le sol, il conduit très bien. Et bien là, je peux dire que les vaches, quand elles sont en ligne, là, ça les prend. Je peux y aller, j'en ai eu, ça. Et l'eau vérifie. 15 000 incendies, 50 000 coupures, et puis destruction de nombre de transports, les appareils ménagers, électroménagers, on n'en parle pas. C'est bon, ça fait marcher le commerce. Les capitaines. Donc il y a deux principes essentiels, je le répète une dernière fois. Il ne faut pas constituer une cible pour la foudre, c'est-à-dire pas s'exposer, pas faire l'effet de pointe, pas aller sous les arbres, etc. Pas écarter les jambes. Et puis pas se placer dans des situations qui risquent d'appliquer une différence de potentiel entre deux parties. Ah, c'est extrêmement dangereux. Il faut pisser sur les pieds. C'est là, parce que vous avez vu des gens brûlés, ils ne sont pas morts, parce que ce qui tue, c'est quand ça vous traverse le corps. Pour 2 fois 50 watts. Entre les deux bras, par exemple. Ça vous arrête le cœur. Il y a un nom pour les gens qui sont pas morts. Des coupures. Voilà.